On devrait retrouver des architectes partout. Nos villes ont subi justement la baisse de qualité. Qui mieux que l'architecte peut effectivement, de par sa formation de base, pouvoir effectivement apporter une réponse qualitative et prospective justement à ce métier donc, de promoteur. Alors le constat par rapport à nos villes africaines est assez clair. En fait, c'est assez intéressant de voir que dans pas mal de villes africaines, on fait exactement le même constat. Les villes africaines ont été principalement planifiées par le colonisateur et on se rend compte qu'après le départ du colonisateur interviennent un certain nombre de dysfonctionnements sur le tissu qui a été dessiné à la base. Dans l'ensemble, en fait, en tout cas dans la plupart des pays africains, on assiste à une explosion démographique qui met une forte pression sur les villes. Par exemple, Abidjan, des années 70 aux années 2020, on est passé aisément de moins du million d'habitants à près de 7 millions d'habitants. Et ceci a un fort impact sur la façon dont nos villes évoluent et surtout sur la façon dont on doit les planifier. Si on les planifie un petit peu dans l'esprit d'avant, où effectivement, comme elles étaient à taille réduite, on pouvait se contenter d'un noyau central et des quartiers périphériques. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer la ville de cette façon-là. D'ailleurs, on voit aujourd'hui en fait quels sont les désagréments qui sont causés par le fait de continuer à planifier les villes de cette façon-là. Les désagréments qu'on va voir dans pas mal de villes africaines, surtout aujourd'hui, ça va être la difficulté de mobilité. Aussi parce que la plupart des villes africaines n'ont pas anticipé sur des politiques de mobilité, notamment mobilité pour le plus grand nombre, donc mobilité publique, donc transport urbain, transport collectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos capitales, le transport est quelque part privatisé. Ce qui engendre effectivement un grand nombre de véhicules sur les voies, beaucoup de mouvements et du coup déblocage des embouteillages à certains moments de la journée, ce qui baisse complètement la productivité de la ville en général et impacte négativement la qualité de vie du citoyen. Ça parlait tout à l'heure effectivement donc du dimensionnement de la ville qui avait été faite pour à peine 1,5 million, 3 millions d'habitants. Aujourd'hui nous sommes 7 millions et il n'y a pas eu une croissance adéquate des équipements donc de base et des équipements de proximité en termes de santé. On se retrouve avec le même nombre donc de CHU, donc il y a un déficit au niveau donc des équipements de base. Il y a un déficit également au niveau de l'accès même à l'administration qui reste centralisé au niveau du plateau sans véritablement de démembrement donc au niveau de la gouvernance locale. Donc la question de la décentralisation normalement devrait suivre effectivement donc l'évolution donc démographique. En termes d'impact également, donc en termes de mobilité, vous voyez effectivement que en termes de transport urbain, il y a certains quartiers, la ville croît beaucoup plus qu'on ne la pense. Et donc on se retrouve avec certains quartiers qui sont déconnectés en termes de mobilité par rapport effectivement au tissu urbain donc de transport. Et c'est là donc implique que certaines populations sont obligées de se réveiller très tôt, 4 heures du matin, pour pouvoir être à 7h30 donc, à leur travail. Donc avec forcément donc, une nuisance donc, au niveau de la santé, au niveau de l'encadrement de la cellule familiale et tout ça. Donc ça désorganise effectivement donc, la cohésion, la cohésion familiale. Il y a également donc l'influence donc le gros impact de l'informel sur l'occupation donc des espaces publics. Quand vous regardez Abidjan, comme pas mal de villes africaines, donc l'espace public est occupé par des étalages urbains, tempestifs et tout ça, justement pour pallier à ce déficit de présence à la maison.
on vend effectivement donc des repas en bordure de route. Et tout cela, il va falloir effectivement apporter de nouvelles réponses à cela. En termes de comportement également, avec donc cet étalage urbain et de l'intensité donc du nombre de voitures de plus en plus croissant, ça a forcément un impact sur les populations en termes de santé, en termes de pollution. Euh, et ça change également donc les, les comportements. Une des spécificités aussi qu'on voit dans la plupart des villes africaines, c'est par rapport aux politiques de logement. On va voir jusqu'aux années 80, milieu des années 80, des politiques de logement qui sont plutôt gérées par l'État. Et à partir des années 80, le désengagement de l'État de la production de logements de masse, quelque part dicté par les institutions de Bretton Woods, comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale, ont poussé nos États à se désengager de la production de logements. Ce qui fait que cette production de logements est passée dans le privé. Et le privé ayant des intérêts principalement financiers, nos villes ont subi justement la baisse de qualité qui est quelque part due aux promoteurs qui préfèrent maximiser leurs marges et baisser la qualité de production de logements, tandis que c'était plutôt l'inverse à l'époque où c'était l'État. Une autre problématique en fait qui vient se greffer à ça, c'est la gestion de la copropriété. Tant que l'État restait quelque part garant de la qualité de ses logements, il y avait une politique de copropriété qui était mise en place. Mais le fait d'avoir transféré la propriété de ces logements aux acquéreurs finaux, sans accompagnement sur la gestion de la copropriété, a créé un certain nombre de désagréments dans les villes. Donc, c'est pour ça qu'on voit sur certains quartiers ce qui apparaît comme un manque de maintenance et un manque d'entretien et qui malheureusement va dégrader en fait la qualité des études architecturales et urbaines qui ont été faites à la base. Et le dernier sujet sur lequel j'aimerais intervenir, donc par rapport à l'impact donc de la grande croissance urbaine, c'est la connectivité. Aujourd'hui, effectivement, donc les smartphones ont permis donc de voir un changement notable au niveau donc de la production du travail et de comment on travaille aujourd'hui avec un smartphone. On peut avoir un ouvrier, un carreleur peut envoyer à l'architecte le travail qu'il a effectué dans la journée et de sorte à ce que celui-ci puisse réagir de façon quasi immédiate donc sur la photo envoyée. Mais cela nécessite effectivement une connexion. Et il y a certaines populations, malheureusement, par faute de moyens, qui peuvent être en état de précarité parce qu'elles n'ont pas les moyens d'être connectées. Donc il va falloir effectivement que les villes nouvelles que nous aurons à penser puissent effectivement assurer une connectivité pour tous. Alors en 2024, le rôle pour l'architecte en Afrique est un rôle assez différent du rôle traditionnel qu'on connaît à l'architecte. L'architecte est en général connu pour faire la conception de quelque chose qu'on lui commande. En Afrique, les défis sont différents. Nous sommes plutôt dans des environnements où nous avons besoin de vision de développement, savoir comment est-ce qu'on va se projeter dans nos villes, savoir comment est-ce que nos villes vont fonctionner et comment quelque part on va réussir à résoudre des problématiques qui quelque part apparaissent dans des villes qui sont déjà établies, de sorte à capitaliser sur le développement de ces villes précédentes et pouvoir envisager un développement de villes différentes. Ce qui fait que notre rôle devient quelque part plus large. C'est un rôle où on va s'intéresser à la sociologie, à la culture, à l'environnement, au développement. Et c'est un rôle aussi qui va prendre en compte les changements subtils de nos habitudes, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont dus quelque part à la façon dont nos villes sont structurées aujourd'hui. Le fait que beaucoup de nos concitoyens passent du temps dans les embouteillages, du fait qu'il y ait quelque part une façon différente de s'alimenter, de passer du temps à la maison et même de travailler. Et donc ça va avoir nécessairement un impact direct sur l'architecture.
Par exemple, quand on parle de cuisine, par exemple, où on parlait effectivement de cuisine qui se réduisent, ça va avoir, c'est la conséquence directe du fait qu'on passe moins de temps dans la cuisine. Donc, effectivement, c'est un espace dont la fonction va être de moins en moins importante. C'est pas mal de petites subtilités comme ça que l'architecte devra s'attacher à prendre en compte dans la façon dont il projette son développement. Par exemple, si on regarde un exemple, c'est par exemple les résidences chocolat que nous avons fait, qui à la base sont une opération de 32 logements, mais qui a été un prétexte pour véritablement repenser le mode de vie des habitants en créant des espaces communautaires comme l'Esplanade où contrairement au quartier classique abidjanais où effectivement quand on est dans ces mouvements pendulaires, on rentre chez soi à 21h, on rencontre rarement un voisin parce qu'en plus on est derrière des murs. Dans l'opération chocolat, on a plutôt une esplanade qui permet en fait aux différents voisins d'avoir un lien avec les autres, au point où aujourd'hui ils organisent leur pot du mois. Donc c'est en réalité l'architecture qui va s'attacher à prendre en compte en fait un mode de vie qui est induit par la structuration de la ville et justement essayer de redonner du sens à la vie du citoyen, du citadin au travers de l'architecture. Donc recréer des espaces communautaires, faire en sorte que les soucis qui puissent être liés à un logement soient pris en compte par la gestion communautaire. Le fait, bien qu'on soit dense, de pouvoir quand même apporter 60% d'espace vert, ce sont véritablement des questions qui sont, enfin des questions où on va trouver une réponse par rapport au fait qu'on veuille résoudre des problématiques qui s'imposent à nous dans nos vies. En fait, en réalité, donc l'architecture va forcément influencer le nouveau comportement donc des urbains et va permettre également donc de créer de nouveaux liens sociaux et de nouveaux espaces de convivialité et de change et de partage pour pouvoir effectivement préserver la dimension culturelle que nous avions donc dans les espaces communautaires donc des villages où on avait effectivement l'art, la palabre, où on se retrouvait justement donc comme il le disait tout à l'heure par rapport au cas de chocolat, l'esplanade remplace effectivement donc cet arbre à palabre là et devient un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, un lieu de partage et un lieu d'échange. Quelque part, l'architecte est peut-être, oui, dans l'obligation ou porte la responsabilité quelque part de pouvoir imaginer quel serait le rôle de l'architecte de demain. Pour nous, c'est un rôle où l'architecte prend de plus en plus de prérogatives, où il doit avoir une compréhension en fait plutôt globale de son environnement et comprendre qu'il faut une intégration des différents métiers, de différentes façons de réfléchir, de différentes compétences pour y arriver. Cela dit, l'architecte reste le chef d'orchestre en fait de toute cette organisation et quelque part ça va aller jusqu'à même influencer la formation des futurs architectes dans nos pays, dans le sens où ils devront s'attacher à réfléchir de façon plus globale, plus large. Ils devront intégrer des notions telles que la sociologie, la culture, des notions d'environnement, des notions climatiques à l'intérieur de leur pratique de façon beaucoup plus affirmée que cela pourrait se faire dans d'autres pays où effectivement les choses sont beaucoup plus organisées. Donc il y a une notion de quelque part d'anticipation, de force de proposition, de réflexion en fait qui doit quelque part être sous-jacente dans la pratique de l'architecte aujourd'hui. Je suppose également qu'on devrait retrouver des architectes partout.
partout, à plusieurs échelles. Bien sûr, dans le privé, comme Kofi Diabaté exerce en termes d'animateur social et d'inspirateur de la ville, mais également au niveau des collectivités locales, des collectivités territoriales et de l'administration pour pouvoir prendre en charge justement la programmation effectivement que les mairies et les autres pouvoirs décentralisés auront à faire effectivement au niveau des espaces qu'ils ont à gérer. Et donc il faudrait qu'il y ait 10 fois plus d'architectes en termes de nombre par rapport à ce que nous sommes actuellement, voire aller pratiquement vers un ratio d'un architecte pour 2000 habitants, de sorte à ce que nous voyons véritablement le véritable impact qualitatif que l'architecte pourrait apporter au niveau des communautés, au niveau des territoires. Alors pour nous, l'intégration de ce nouveau rôle s'est fait par une mutation métier. Disons que nous sommes passés du rôle d'architecte classique à ce qu'on appelle architecte-développeur, c'est-à-dire un architecte qui se permet d'aller au-delà d'une parcelle individuelle pour réfléchir la cohérence sur un ensemble de logements ou un ensemble de bâtis. Donc, ce qui permet effectivement de pouvoir intégrer tous les éléments dont nous avons parlé précédemment sur la ville, sur son développement, sur la vision de cette ville, avec des programmes qui sont intégrés et qui prennent déjà en compte en fait un certain nombre de ces ingrédients. Donc, par exemple, des programmes qui vont intégrer en fait le besoin de vie en communauté, non seulement par la configuration du bâti, mais également par son organisation, par la façon dont il fonctionne, par les éléments mis en place qui ne sont pas nécessairement matériels, mais qui d'un point de vue fonctionnel changent la vie. Donc, par exemple, le fait de mutualiser un certain nombre de services comme le gardiennage, le jardinage, les énergies complémentaires comme le groupe électrogène, c'est des choses en fait qui vont avoir un impact véritable sur le vécu des gens qui vont vivre sur cet espace en leur facilitant un certain nombre d'éléments du quotidien. Mais au-delà de ça, le fait aussi de pouvoir être développeur permet d'être propriétaire de sa vision depuis le départ jusqu'à la fin, jusqu'à la transmission du bien à l'utilisateur final. Ce changement au métier, d'abord, a été un impératif de survie. C'était quelque chose qui s'est imposé à nous au fur et à mesure de notre pratique professionnelle. Le métier d'architecte étant très méconnu, nous ne pouvions pas être dans un état léthargique et nous attendons l'éventuelle intervention et le bon vouloir d'un donneur d'ordre ou d'un client qui doit vouloir venir nous donner un projet. Au-delà des concours auxquels nous répondions et de l'activité que nous avions, compte tenu du désengagement de l'État, de la production du logement du plus grand nombre, on sentait bien qu'il y avait un vide. Voilà. Qui mieux que l'architecte peut effectivement, de par sa formation de base, pouvoir effectivement apporter une réponse qualitative et prospective justement à ce métier de promoteur. Donc, face à ce vide-là, nous nous sommes dit, il est temps effectivement que nous lancions et que nous revoyions la structuration de notre démarche professionnelle. Et c'est ce qui nous a amené justement à avoir cette mutation métier d'architecte, architecte-développeur. Mais bien sûr, par la suite, au fur et à mesure des choses, on se rend compte que le champ est tellement large qu'il faut effectivement se structurer pour fédérer des compétences qui vont au-delà de notre formation d'architecte technicien du bâtiment.